Bon alors, j'ai classé vos questions par ordre de mon envie d'y répondre, et j'en ai gardé une vingtaine. C'est parti. Question de SBD. Est-ce que tu travailles tout seul pour faire tes contenus? Non, j'ai une équipe de 50 personnes derrière moi qui travaillent à temps plein. Question de Le Futurologue. Que penses-tu des dramas actuels dans le monde du scepticisme et de la zététique? Ben, c'est un truc qu'on voit venir depuis un moment, puisque ça suit une trajectoire similaire au mouvement du New Atheism aux États-Unis. Voir la vidéo de Patchwork à ce sujet, lien dans la description. C'est un peu le syndrome du mec qui se radicalise parce qu'une féministe lui a dit un truc pas très gentil sur Twitter. Ouais, il faut vraiment pas grand-chose pour qu'il se radicalise, en gros. D'ailleurs, concernant les gros influenceurs zététiciens, c'est intéressant de voir le double standard de leurs réactions face aux woke et face aux complotistes. Les complotistes vont parfois très très loin dans leurs attaques, jusqu'à des menaces de mort, et c'est pesant, bien entendu, mais ça n'a pas l'air d'entamer leur morale ou leur sang-froid, la plupart du temps. Par contre, ces mêmes personnes pètent un câble face à 2 ou 3 tweetos woke qui sont pourtant beaucoup moins virulents dans leurs attaques, globalement. Peut-être parce qu'ils savent que les complotistes disent de la merde, qu'ils n'ont aucun doute à ce sujet, alors que là, il y a peut-être une part de validité dans la critique qui les chatouille de manière inconfortable. Si vous vous sentez solidaire des gros zététiciens face aux méchants wokistes, ça vaudrait le coup de prendre 2 minutes pour vous interroger sur le pourquoi de ce double standard. Voilà, j'ai déjà braqué la moitié de l'audience, on continue. Question de Yurigan. C'est quoi ta vraie voix? Bon, apparemment, je parle de façon tellement monocorde qu'on dirait une voix robotique, mais oui, c'est bien ma vraie voix. Autre question de Yurigan. C'est grave d'être d'extrême droite? Oui, c'est très grave. Si tu es d'extrême droite, arrête. Autre question de Yurigan. Est-ce qu'on peut arrêter d'être d'extrême droite? Oui, c'est arrivé à plein de gens. Question de plusieurs personnes. Pourquoi je parle moins de transhumanisme et plus d'autres sujets? Alors, j'avais déjà fait une capsule sur ça il y a un moment, lien dans la description, mais en gros, pour résumer, globalement, je n'ai pas beaucoup changé d'avis sur le transhumanisme. Mais je réalise que ces prises de position étaient quand même vachement théoriques, on va dire. En gros, c'est facile de réfuter les discours éclatés du genre la mort fait partie de la vie. Mais en pratique, si on continue sur la trajectoire actuelle, si transhumanisme il a toutes les chances d'être dystopique, par défaut. Je pense notamment à toutes les technologies de contrôle et de répression des populations, qui pourraient rendre toute révolte impossible face à un gouvernement autoritaire. Donc, il s'agirait déjà de changer de trajectoire si on veut avoir ne serait-ce qu'une petite chance de transhumanisme non dystopique, entre autres problèmes. Question de Pyrostar. Quand tu dis « n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire », c'est pour l'algorithme ou parce que tu nous lis vraiment? Oui, jusqu'à présent, je lis tous les commentaires, même si je réponds très peu. Mais j'espère en avoir un jour suffisamment pour ne plus arriver à tous les lire. Question de Victor_. Quelle stratégie adopter sur les réseaux sociaux pour convaincre sans trop créer de réactance? Entre parenthèses, je pense au drama Z, notamment. Je ne pense pas que les réseaux sociaux soient le bon endroit pour convaincre, justement. La plupart des gens qui ont changé de perspective sur Internet, ça a été en regardant des vidéos YouTube, en écoutant des podcasts, en lisant des articles de blog, et de façon extrêmement graduelle. L'intérêt d'échanger sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tant de convaincre que de mieux comprendre les perspectives différentes, justement. Et en ce sens-là, même des échanges très conflictuels peuvent être constructifs. Question de Bastien V. Te sens-tu épanoui dans la vie? Globalement oui, mes seules sources de contrariété, c'est le stress lié au boulot et l'angoisse quant au futur de l'humanité. Mais à part ça, ça va, hein. Question de Émile Dessart. Quelle est votre position sur l'usage de la violence politique? La violence, c'est mal. Non, plus sérieusement, la violence politique, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais si je regarde les droits sociaux qu'on a acquis lors du dernier siècle, par exemple, je suis obligé de constater qu'on ne les a pas obtenus juste en demandant gentiment, ou en convainquant le pouvoir en place avec des arguments rationnels. Non, malheureusement, ces droits ont dû être arrachés avec du rapport de force bien musclé, un mélange de grèves généralisées et d'émeutes, la plupart du temps. Et pour le rôle de la violence émeutière, vous condamnez les violences, monsieur Vlanx? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Alors oui, soutien aux familles des vitrines, tout ça, mais là encore, il arrive que les gouvernements reculent face à des émeutes suffisamment massives, par peur que le pays devienne ingouvernable. On l'a vu au début des Gilets jaunes, où Macron a quand même un peu transpiré lors d'un discours télé, et a été obligé de reculer sur 2 ou 3 trucs. Bref, la violence politique, ça me fait chier, globalement, mais dans de nombreuses situations, il ne reste hélas plus que ça. Question de Quark Neutre. Est-ce qu'il suffit que le discours anti-woke soit fallacieux pour que le discours woke soit valide? Bon, ça sent la question rhétorique, mais non, évidemment, et ce n'est pas ce que je dis. Je trouve que la plupart des discours qualifiés de woke sont pertinents en eux-mêmes, même s'il y a des exceptions, bien entendu. Question de Tex Music. Que penses-tu du clivage Team Hardcore, Team Pipou? Où te situes-tu entre les deux? Est-ce que c'est toujours pertinent? Oui, en gros, le débat sur la bienveillance, tout ça. Alors, à la base, c'était surtout une question stratégique. Si on veut convaincre une audience donnée, a priori, on a plus de chances d'y arriver en étant pédagogue qu'en les traitant d'abrutis.
Ceci étant dit, il y a pas mal de dérives de cette idée initiale. Par exemple, il faut faire attention à ce que la pédagogie ne se transforme pas en de la complaisance envers des idées de merde. Genre, dire qu'on comprend les angoisses identitaires et les fantasmes d'épuration ethnique des fachos dans l'espoir de les convaincre que l'écologie est une cause importante. Par exemple, je ne vise personne. Et surtout, de nombreux individus ont détourné cela en une exigence de bienveillance envers eux. Genre, attention, faut que vous soyez bienveillant et pédagogue avec moi, sinon je vais me radicaliser, et ce sera de votre faute, voilà. J'appelle ça le chantage à la réactance, j'en ferai peut-être une capsule, et c'est vraiment une attitude de connard. Oui, désolé, c'était pas très bienveillant, mais il fallait que ce soit dit. Question de Ségolène Alboui. Bon, je résume, parce que c'est très long. En gros, pourquoi je suis beaucoup plus bourrin sur Twitter que sur YouTube? Ben, tout simplement parce que j'utilise Twitter comme on utilise un serveur Discord, la plupart du temps, pour des raisons essentiellement égoïstes. Genre, un bistrot du coin auquel on peut se connecter à tout moment. Et comme dit plus haut, les réseaux sociaux ne sont pas un format très pertinent pour convaincre, à mon avis. Donc ce n'est pas ce que j'essaye de faire sur Twitter, la plupart du temps. Mais, comme dit plus haut également, certains échanges très virulents peuvent s'avérer très enrichissants, même si la personne ne modifie pas sa position, en apparence. Question de Nicolas Cuisinier. Penses-tu que militer au sein d'un parti d'extrême gauche type NPA a un intérêt? Oui, car cela contribue à tirer les partis de gauche mainstream davantage vers la gauche. En gros, si vous ne vous emparez pas de certaines de nos idées, vous risquez de perdre certains électeurs qui iront chez nous. Question de Pierre. Tu parlais pas mal de Julia Galef au début de la chaîne. Est-ce qu'elle est toujours une de tes références? Alors, à l'époque où j'en parlais, c'était un discours qui correspondait vraiment à ce que je cherchais, parce qu'il colmatait plusieurs failles dans le discours sceptique mainstream. Après, est-ce que c'est encore une référence? Bon, en pratique, non, vu qu'elle a disparu d'Internet depuis plus d'1 an à présent, mais surtout, j'ai été un peu déçu par ses dernières interventions. En gros, j'ai un peu l'impression qu'elle voit la rationalité comme une sorte de fin en soi, comme une sorte de loisir de dandy dilettante, plus que comme un moyen d'atteindre des objectifs importants. Et je dois dire que, vu le nombre d'enjeux importants aujourd'hui, ça m'agace un peu de voir des gens qui se paluchent sur l'esthétique de la rationalité, avec une sorte de flegme détachée. Ouais, genre, ils sont pas trop stressés par la trajectoire actuelle de l'humanité, on dirait. Question de Bacarion, est-ce que tu connais les de Science for All dans le vrai monde? Oui, c'est lui qui m'a motivé à faire une chaîne YouTube. Question de Montmartre Animation, je simplifie. Qu'est-ce que Marine Le Pen pourrait faire d'encore pire que maintenant? Bah, ça serait sans doute significativement pire pour les minorités, déjà. Par exemple, les personnes trans ou les personnes issues de l'immigration, vu que l'extrême droite adore la politique du bouc émissaire. Après, on peut regarder comment ça se passe à l'étranger, chez les gouvernements que le RN considère comme ses collègues. Dans le cas le plus optimiste, avec d'énormes guillemets, je pense que ça ressemblerait au gouvernement de Viktor Orban en Hongrie, ce qui serait déjà très craignos, et au pire, à Vladimir Poutine, et je ne peux pas exclure ce scénario parce que, contrairement aux autres pays européens, la constitution française donne un pouvoir complètement démesuré au gouvernement et au président. Ouais, cette foutue constitution que Charles de Gaulle s'est faite sur mesure, sans trop songer au risque d'abus par sa postérité. Pas merci, Charles, pas merci. Si, par miracle, la gauche arrive au pouvoir en 2027, il me semble urgent de changer cette constitution. C'est vraiment une faille de sécurité majeure. Question de Le Futurologue. Es-tu contre l'altruisme efficace et le long-termisme, ou es-tu uniquement contre leurs dérives? Ben, surtout contre les dérives, mais certains objecteront que ces dérives étaient dans l'ADN de ces mouvements depuis le début. Une sorte de fragilité structurelle qui n'attendait qu'une crise pour se révéler. En gros, il y a 2 ou 3 ans, ça ne m'aurait pas dérangé qu'on m'associe à l'altruisme efficace ou au long-termisme. Mais avec toutes les histoires récentes de FTX, de harcèlement sexuel, d'emails racistes, de William McEskill qui envoie un SMS à Elon Musk pour lui suggérer de racheter Twitter, je cite, pour le rendre meilleur pour le monde. Oui, je l'ai toujours pas digéré, celle-là. Bref, après toutes ces remontées d'égout, là, aujourd'hui, ça me dérangerait d'y être associé, oui. Et je ne blâme pas les militants de base qui sont bien intentionnés, dans leur grande majorité, mais surtout l'espèce de politburo qui contrôle le mouvement de manière très peu démocratique et qui a un peu trop chopé la folie des grandeurs récemment. Ceux-là, je dirais qu'ils méritent une bonne dose de cancel culture médiatique pour les ramener un peu sur terre. Et franchement, n'allez pas pleurer sur leur sort à cause de ça, vu les donations astronomiques qu'ils touchent de la part de technomilliardaires. Ils ont largement assez de clout pour se défendre tout seuls comme des grands. Ouais, beaucoup trop, même. Après, il y a plein d'idées intéressantes dans ces milieux, et j'écoute toujours régulièrement leurs podcasts, mais des idées intéressantes à examiner au cas par cas, on va dire. Question de Tyler Wesker, je résume à fond. Avec la crise climatique, est-ce qu'on va plutôt vers l'automatisation et le progrès technologique, ou vers une dégradation de notre niveau de vie? Bah, les deux à la fois. Le monde actuel est déjà un mélange de progrès technologiques vertigineux et de pauvreté abjecte. Et ce contraste pourrait très bien s'accentuer encore davantage. En gros, on aura à la fois les migrants climatiques, les projets hubristiques du genre The Line, et des gens qui s'en sortent à peu près bien entre les deux, j'espère. Mais j'ai peur que la classe moyenne se réduise énormément, et qu'on aille vers une société composée d'ultra riches d'un côté et de damnés de la terre de l'autre. Ouais, pas très réjouissant, mais c'est la trajectoire actuelle, et il va falloir la combattre.
Question de Victor _. Comment gères-tu le dooming? Plutôt bien, pour le moment. Mais bon, vous connaissez le proverbe, tant qu'on ne touche pas le sol, tout va bien. On peut voir ça comme une incitation à apprécier le moment présent, vu qu'on ne sait pas trop à quel point la situation va se dégrader dans le futur. Mais j'avais déjà fait une capsule sur le sujet, lien dans la description. Question de RN, rien à voir avec le parti politique, j'espère. Si tu avais la possibilité de faire lire un livre par tout le monde, par exemple, un livre qui serait au programme du bac, dans toutes les filières, lequel serait-ce et pourquoi? Alors, il n'y a aucun livre qui me semble suffisamment pertinent pour que je souhaite qu'absolument tout le monde le lise. Mais s'il fallait quand même en choisir un, Feeling Good de David Burns, le livre de vulgarisation des thérapies cognitives dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, vu qu'il pourrait aider à un grand nombre de personnes à aller mieux et à mieux gérer le dooming. Pour faire le lien avec la question précédente. Et je m'arrête sur cette note à peu près positive. Désolé pour toutes les autres questions. Merci d'avoir suivi cette chaîne jusque-là et road to 10 millions d'abonnés.